La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le goût est un souvenir, c'est ce que m'a affirmé Edwin Yansane pendant notre échange. Alors, la seule façon de le travailler et d'élargir son champ des possibles, c'est de goûter de nouvelles choses et de tout noter. C'est comme ça que lui fait. Et le chocolat, c'est une multitude de goûts et saveurs qu'il côtoie au quotidien. Son petit coin de paradis qui lui offre l'occasion de créer et de s'amuser. Fondateur de la maison Edward, Edwin ne manque jamais une occasion de sortir du lot. Un chocolat au curry ou à la moutarde, une Cendrillon pour Noël, une pool party à Pâques. Oui, ce qu'il aime, c'est s'amuser. Et quand il parle de ses chocolats, c'est absolument passionnant. Alors au menu de cet épisode, comment il a découvert le chocolat, spoiler, sa grand-mère cachait des tablettes un peu partout, comment développer son goût, ses inspirations quand il crée un nouveau chocolat, et enfin pourquoi il a choisi de devenir chocolatier. Bonne écoute! Bonjour Edwin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je sors de Pâques, je suis légèrement fatigué. Ouais. Grosse période pour les chocolatiers. Un peu, ouais. On va en parler, on va parler de toutes tes créations. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais un petit peu revenir du coup sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Ouais. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? J'aimais pas les desserts quand j'étais petit. J'étais un enfant un peu compliqué. Non, en vérité, ce que j'aimais, c'était les crêpes de ma mère. Ma mère faisait des crêpes et ayant quelques petites origines bretonnes. Ouais, ça aide. J'aime bien les crêpes au sucre ou au salidou. Mais sinon, j'étais pas très dessert. Et est-ce que t'aimais le chocolat? En fait, très tardivement, j'ai commencé à découvrir le chocolat en piquant les tablettes que ma grand-mère cachait chez elle. Okay. Il y avait des tablettes cachées partout. Mais vraiment cachées. Hein. Genre Pâques tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, genre des tablettes que tu retrouves, ça fait, tu sais pas depuis combien de temps elle est là. Et le chocolat était pas ouf. C'était chocolat noir ou lait, mais pas dingue. Donc ouais, non, j'avais pas une forte appétence pour. C'est venu très tard. Du coup, comment c'est venu? Comment est-ce qu'un jour tu t'es dit tiens, je vais devenir chocolatier? C'est venu lorsque j'ai visité deux chocolateries, et notamment la deuxième, qui était artisanale, donc qui s'appelle Girard. Où il y avait des odeurs, où il y avait des goûts intéressants, et là j'ai compris que ça pouvait être autre chose, le chocolat. Ça pouvait être quoi? C'est quoi pour toi le chocolat? Multitude en fait de goûts. J'en parlais encore hier soir avec des copains qui me disaient nous on n'a pas de palais, on sent pas les choses, mais quand on parle on sent. Bah ouais, mais en fait le chocolat c'est tellement vaste en termes de terroir cacao et de possibles de goûts que en fait on s'ennuie jamais. Ouais, et c'est ça qui m'avait vraiment marqué, j'ai envie d'en parler tout de suite parce que c'est ça qui m'avait vraiment marqué la première fois qu'on s'est rencontrés. Quand tu me faisais déguster les chocolats, tu les donnais dans un ordre précis, tu me disais là tu vas ressentir ça, puis ça, puis ça. Et du coup je trouve que tout de suite, tu vois, ça fonctionnait. Et c'est effectivement tout ce que je ressentais, les saveurs les unes après les autres. Mais du coup je me demandais, toi, comment est-ce que tu as entraîné un petit peu ton palais pour ressentir tout ça et arriver en fait à décrire tout ça et à dire...
ouais, là, je sais que d'abord il y a ça, ensuite il y a ça, et ensuite il y a ça. En fait, c'est pas que je me sois entraîné, c'est juste qu'un jour, je me suis posé la question qui est qu'est-ce que je goûte ? Ouais. Ce que je goûte, ça a telle note. Pendant très longtemps, comme beaucoup de gens, j'ai consommé. Ouais. Ça sous-entend avaler quelque chose sans se poser la question de est-ce que ça a un goût particulier. Je sais que ça a ce goût-là, donc voilà. Et le goût, c'est un peu, c'est d'ailleurs exactement ce que je disais hier. C'est un souvenir en fait, le goût. Tu te souviens que tu as goûté tel fruit qui a telle note, et quand tu goûtes telle chose ou tel chocolat, tu vas retrouver ce goût-là. Donc en fait, ma réflexion, mon entraînement ne s'est pas réellement fait. C'est juste une concentration sur ce que je goûte au global, et puis j'ai commencé aussi derrière à noter tout ce que je goûtais. Donc je goûtais à chaque fois que j'allais à une dégustation de quoi que ce soit, j'avais un carnet, je notais ce que j'avais en 1, en 2, en 3, en 4, donc au début de bouche, au milieu, à la fin, un peu comme un parfum, et puis ensuite tu vas affiner. Donc au début tu te dis c'est fruité, point barre, c'est boisé, point barre, c'est acide, point barre. Et puis ensuite tu vas dire c'est fruité, plus fruits rouges, plus fruits jaunes, Ouais. plus fruits noirs. Est-ce que c'est acide sucré, acidulé? Est-ce que c'est plus un agrume du type citron, ou est-ce que c'est plus orange? Voilà. Est-ce que c'est boisé, bois sec, ou bois sous-bois humide, comme quand tu rentres dans une forêt et qu'il a plu avant? Voilà, c'est ça en fin de compte, qui n'est pas un entraînement, mais c'est ça que je fais au quotidien en fait. C'est pas un entraînement, mais effectivement, comme tu dis, tu vois, il y a déjà la démarche de tout noter. Et après, je trouve en fait le plus compliqué finalement, c'est juste d'arriver à te souvenir quand t'as un goût, à quoi ça correspond. C'est ça. Je trouve que c'est ça le plus compliqué. Et du coup, ça demande un mini exercice. D'où le goût, en fait, Ouais. pour moi, n'existe pas vraiment, c'est un souvenir. C'est Et à vrai. partir du moment où c'est un souvenir, il est important de noter ce qu'on goûte, parce que de fait, c'est plus simple de s'en souvenir. Oui, mais il y a noté, mais après, je trouve qu'il y a une connexion qui doit se faire dans ton cerveau. Parce que tu vois, c'est hyper fréquent de goûter un truc et se dire, je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à retrouver. Tu vois, et même si t'as noté, j'ai goûté ça, il faut arriver à se dire, et en fait, oui, c'est bien ça qui correspond à ça. Mais en fait, avec le temps, à force de noter, tes connexions, elles se font toutes seules. Là, tu vois, avec un pote, on est en train de lancer une gamme de tablettes avec des fèves de cacao qui ont vieilli dans des fûts. On a fait 2 whiskies différents. On en a fait un qui est hyper tourbé, donc dans un fût qui a contenu du whisky tourbé, et l'autre, et c'est les mêmes fèves, dans un whisky plus tradi, dans un fût plus tradi, sur un whisky breton où il y a balle de fruits. Et t'en as un où c'est des fruits rouges, alors que de base c'est un terroir qui n'a quasiment pas d'intérêt à manger comme ça. C'est Congo, c'est gras, ça n'a pas trop d'intérêt à manger comme ça. Et l'autre, c'est cigare. C'est terreux, c'est un peu terre en fermentation. Donc voilà, et je sais plus pourquoi je parlais de ça. On parlait de noter les goûts et tu m'as dit à force de noter les goûts. Suite à ça, tu notes, voilà, celui-là a telle note, celui-là a telle note, et tu t'en souviens beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'était trop cool. Et effectivement, toi, t'as en plus, tu vois, les goûts qui viennent successivement. Et ce qui était fou, c'est que vraiment, je te dis, je me souviens quand tu me les faisais goûter, à chaque fois qu'il y avait un goût qui changeait, c'était au moment où tu me disais là, tu dois ressentir ça. Et je trouvais ça dingue que en fait, les goûts évoluent vite dans ta bouche. Mais du coup, tu arrives à vraiment dire d'abord il y a du yaourt, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. Et alors, voilà. Après, il y a aussi le fait que. D'abord, je les connais par cœur. Et puis surtout, je l'explicite via mon prisme à moi. C'est-à-dire que
pour certaines personnes, ils vont avoir peut-être une note en plus que moi j'ai pas. Ouais. Et puis peut-être une note en moins. Parce que finalement, au-delà de la subjectivité du goût, on a tous des palais un peu différents, mais pas parce qu'ils sont entraînés ou pas entraînés, c'est juste parce qu'on a une acidité de salive qui fait qu'on couvre certaines notes fortes ou pas. C'est tout simplement ça. Donc moi je te l'explique dans ce prisme-là, et t'as complètement le droit de me dire bon bah écoute, là la fin j'ai pas eu trop ça. Mais peut-être que si tu le fais chez toi seul, tu l'auras. Je prends l'exemple d'un ami chocolatier, voilà, il a toute une gamme de tablettes. Et en fait, donc quand il s'est lancé, moi, je trouvais qu'il y avait des choses qui allaient pas et puis d'autres qui allaient très bien. Donc je dis écoute, j'étais sur Ouessant, et je lui dis écoute, envoie-moi tes tablettes, envoie-moi ta gamme, et puis je goûte toute la gamme et je te fais les notes, les temps, ce qui va pas. Et il y a des choses, d'un jour à l'autre, je retrouvais d'autres notes. Donc je faisais évoluer pour affiner en fin de compte. Et comment tu fais ? Parce que tu vois, je trouve que ce qui peut être dommage, c'est de te dire que toi, dans tes tablettes, tu sens tout ça, dans tes chocolats, tu sens tout ça, mais que potentiellement, les clients vont soit moins faire attention, soit pas forcément sentir la même chose. Enfin, en tout cas, comment est-ce que tu fais pour que du coup, ta clientèle le ressente au maximum ? Et quand elle va déguster tes chocolats, profite vraiment de ce moment, tu vois, pour se dire j'ai envie de ressentir tous ces goûts-là. Déjà quand tu viens chez moi en règle générale t'es un petit peu, pas tout le monde, mais t'es un peu averti, donc on parle pas non plus à un public qui connaît pas toujours le chocolat, ça arrive, il y a connaître et connaître, mais donc en fait je dis tout simplement prenez le temps. Prenez le temps de goûter, et en fait c'est pas grave, parce que c'est aussi du plaisir, donc c'est pas grave si on retrouve pas tout ce que j'annonce, mais le chocolat c'est suffisamment puissant en goût pour être percutant, pour qu'on sente qu'il se passe quelque chose, en tout cas. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que les clients, quand ils reviennent, me parlent justement de ce qu'ils ont ressenti, et comme toi, ce que tu as pu goûter, et me dire ouais, effectivement, on a goûté ça, il s'est passé plein de choses, c'était incroyable, on a fait une dégustation à la maison avec des copains, c'était trop bien. Voilà. Donc moi, je dis aux gens de prendre le temps. Mais même quand on fait un achat, c'est bien de prendre le temps. Parce que, au même titre que, en fait, comme tout, j'ai un exemple que je donne souvent à un de mes apprentis qui veut tout faire tout le temps, trop vite, tout. Si tu prends une voiture, que tu roules avec ta voiture et que tu roules très très vite et que tu as un accident, ton accident il sera proportionné à la vitesse où tu vas. Si tu vas tout doucement, forcément il y aura moins de casse que si tu vas vite. Donc c'est pareil quand tu goûtes des choses, si tu prends le temps de goûter ce qui se passe, ce que tu as en bouche, ça va être infiniment plus intéressant que si tu te contentes de juste l'avaler. Carrément. Et c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, toi tes chocolats sont un peu, c'est vraiment des chocolats qui se prêtent à la dégustation. Et justement sur ça, donc il y a des goûts très originaux. Il y a curry qui m'a particulièrement marqué, moutarde aussi. Enfin, c'est des goûts qui, effectivement, tu vois, c'est pas des chocolats types où tu peux te dire que t'en manges plein. Parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment des goûts sur lesquels t'as envie de te concentrer. Elle te vient d'où cette démarche ? À quel moment tu t'es dit, moi j'ai envie de faire ça avec le chocolat et pas autre chose ? Qu'est-ce que... Il y a et il y a pas en même temps. C'est-à-dire que je me dis pas, je me lève pas le matin en me disant voilà je vais faire un chocolat qui soit complètement barré juste pour faire en fait ma démarche elle est très égoïste. J'aime le curry, donc j'en mets avec du chocolat. J'aime le cumin, alors j'en ai mis avec du chocolat, mais autant je le fais
l'instant d'après, une fois que c'est fait, ça m'ennuie. Donc c'est l'ennui et l'égoïsme. Je vais créer là, je continue à peaufiner les recettes sur les champignons parce que j'aime les champignons. Je suis féru de champignons, donc chocolat avec champignons. Je me dis pas, voilà, demain je vais faire un chocolat pour faire plaisir à quelqu'un, mais ça me fait plaisir si quelqu'un adhère à ce que j'ai fait. Donc je vais pas être dans cette ce faux semblant de la pâtisserie ou de la chocolaterie française. Ah bah là, moi c'est pour les clients, je veux apporter du bonheur autour de moi. Ça me fait plaisir si c'est le cas. Mais ma première démarche, elle est purement égoïste. Je fais les choses parce que j'aime les faire, tout simplement. Et puis ça m'amuse aussi de pouvoir avoir une forme de... Donc ça c'est l'autre partie, en même temps. Avoir une page blanche qui ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'un grand cru cacao, bah, c'est pas vraiment une page blanche. Il se passe des choses, mais c'est un support. Et donc ajouter des nouvelles notes à ce support, c'est intéressant. Du coup, comment ça se passe quand tu veux créer un nouveau bonbon? Tu pars donc du grand cru qui va être la couverture, t'essayes de voir les notes qu'il y a dedans et du coup tu dis avec quoi ça va aller? Comment ça... L'enrobage m'importe peu en vrai. Okay. Il faut que ce soit un terroir vraiment light quoi qu'il arrive pour porter la chose. Mais c'est plus le grand cru utilisé à l'intérieur qui va être important. Donc ça peut être ou l'un ou l'autre. En fait, l'idée des champignons, par exemple, c'est parce qu'avec un pote, on a goûté un chocolat nul de République dominicaine, qui était hyper gras. Gras au possible. En fait, on avait rencontré les ambassadeurs de l'UNICEF, un truc comme ça, l'UNESCO, je sais plus, un des deux. Pas du tout, des Nations Unies, qui se baladaient qui baladaient plutôt des chocolatiers du monde à Paris, un petit peu avant le salon du chocolat. Et il y avait cette dame qui avait une plantation en République dominicaine et qui faisait une fève qui s'appelait Magdalena. J'ai trouvé le nom marrant, donc Madeleine, et en fait l'odeur, ça avait vraiment un côté sous-bois, cèpe, vraiment. Et puis ensuite je goûte et ça a un côté gras, cèpe. Je trouvais ça incroyable et donc avec mon pote on les a rejoints au salon du chocolat. On leur demande s'ils ont des fèves sous la main. On file des fèves et puis on s'amuse avec, et là c'est le drame parce qu'en fait ça n'avait aucun intérêt. C'était tout gras, mais il y avait aucun goût, mais de là est née l'envie d'utiliser enfin de faire du chocolat avec cèpe, et je suis encore en train de me battre à trouver le terroir qui fonctionne bien avec Maury, cèpe et trompette de la mort. Donc ça peut être partir d'un terroir qui a une note correspondante à une envie de goût, ou l'inverse. Souvent ça part quand même de l'inverse. On va goûter je sais pas, bergamote, et puis on va se dire on va le mettre avec du Panama parce que la petite note acide fonctionne bien, ça va se porter tous les deux, c'est chouette. Voilà. Ok. Et à quel moment est-ce que tu as compris qu'on pouvait autant s'amuser avec le chocolat, tu vois, et faire en fait plein de mariages possibles, pas s'arrêter aux pralines et noisettes, mais pouvoir faire justement tout ce que tu fais aujourd'hui? Quand est-ce que tu as compris que tout ce champ des possibles s'ouvrait? Assez tôt, hein. À l'école, je me disais qu'il était possible d'infuser n'importe quoi dans de la crème. Ouais. Je me souviens à l'école avoir infusé des feuilles de cannabis pour voir ce que ça allait donner. Gustativement parlant, ça n'avait pas d'intérêt. Mais on n'avait pas encore compris avec les copains que
c'est après que ça allait pas être très cool. Parce que quand tu ingères ce genre de choses, c'est pire que quand tu le fumes. Mais donc, si on pouvait faire ça avec feuilles de thé, une feuille de cannabis, on peut le faire avec une feuille de laurier, du romarin, enfin tout ce qui est odorant. À partir du moment, moi, le chocolat, c'est comme un parfum. En fin de compte, qu'est-ce que c'est le parfum? Basiquement, c'est des odeurs emprisonnées dans du gras et délivrées et de l'éthanol et délivrées comme ça, voilà. L'idée, c'est d'avoir une vague avec ces trois temps, note de tête, note de cœur, note de fond, etc. Et donc, si c'est possible avec du parfum, si quand tu bois un vin, c'est possible, c'est aussi possible avec le chocolat de s'amuser avec tout ce que tu veux, en fait. Et il y a des choses qui fonctionnent pas. Je me souviens avoir fait un praliné noix de cajou, ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, pour moi, encore une fois. D'autres l'ont certainement fait, ils l'ont aimé. C'est leur plaisir à eux. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que t'as créé ta propre boutique pour pouvoir créer autant de choses que possible et avoir aucune limite? Clairement, c'est l'émancipation via la création personnelle, c'est important. Et donc, quand on travaille pour les autres, on travaille pour les autres. Alors, dans l'eau, on peut effectivement essayer de se démarquer. Et un jour, je prends l'exemple d'un monsieur que j'aime beaucoup, même si on n'est pas potes, mais parce qu'il fait partie de ma génération, donc monsieur Alexis Daguet, qui est le second de création de Nicolas Cloizeau à la Maison du Chocolat. Mais bon, il y a un Alexis Daguet pour combien de chocolatiers qui vont produire derrière et juste produire, et voilà. Donc lui, il a réussi à sortir du lot. Il va faire de la créa avec Nicolas Cloizeau, c'est super chouette. Il a commencé à la Maison du Chocolat il y a tellement longtemps, voilà. Il est parti, il est revenu, voilà. Mais donc oui, c'est beaucoup plus simple à un moment donné de s'émanciper simple. Il y a rien n'est simple dans la vie, mais c'est quand même plus facile de se dire voilà, je vais faire ça chez moi tout seul, et puis ensuite créer quelque chose plutôt que de travailler pour quelqu'un. En tout cas, quand on aime créer des saveurs, mélanger des saveurs. Ouais, c'est ça, surtout quand t'as des idées fortes comme ça, tu peux moins le faire. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quand même un parti assez fort de se dire que tu proposes des chocolats comme ça, parce que, déjà, faut trouver un public. Effectivement, comme tu disais, du coup, comme c'est ce type de chocolat, c'est pas non plus n'importe qui vient, j'imagine, dans ta boutique, tu vois. Enfin, faut quand même avoir franchement, il y a de tout, hein. Ouais, il y a des gens qui viennent, qui sont pas forcément... Ah oui. De tout. Il y a des gens qui viennent, qui me prennent des pralinés noisettes et des feuilletines. Oui, bien sûr. Et puis on les propose. Donc c'est qu'aussi il y a une réalité qui est il y a la demande aussi. Donc voilà. Après, souvent les gens oublient très vite l'histoire du chocolat, et qu'en fait le chocolat, c'est quand même à la base, au-delà de l'aspect monétaire, c'était quand même associé souvent au salé, jusqu'à ce qu'on le transforme on y ajoute du sucre, etc. Puis des noisettes, c'est quand même venu vachement tard, au regard de l'histoire du chocolat. Bayonne, l'endroit en France où le chocolat, on va dire, a fait son nid au départ. Les premiers mélanges, c'est piment d'Espelette. Pourquoi ? Parce que dans le coin, on a ça, donc on essaye, tout simplement. Oui, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, forcément, tu penses chocolat, tu penses sucré. Et tout le monde est en fait... c'est aussi la déformation de l'agroalimentaire qui a... avec le chocolat au lait notamment, auquel tu rajoutes
automatiquement du sucre, etc. Donc... Tu rajoutes du sucre partout. Oui. Et puis tu rajoutes aussi du sucre dans le noir. En fin de compte, le sucre va être un exhausteur des goûts du chocolat aussi. Et en tout cas, des goûts du terroir utilisé. Le fait est que il y a tous les goûts sont standardisés et c'est un peu c'est un peu le problème. C'est aussi bien de créer une alternative à ça. Si tout se ressemble, ça n'a pas d'intérêt de faire les choses. Enfin, c'est mon point de vue. Je trouve ça. Enfin, je me souviens d'une interview sauvage de Adrien Gonzalez qui de beau matin a décidé de me faire goûter des chocolats industriels. Donc il y avait de mémoire du Léonidas, du Lindt et du Ferrero Rocher. Et franchement, j'ai réussi à faire la différence, savoir d'où ça venait, parce que c'était à l'aveugle en plus. Mais concrètement, il y en avait quand même deux. Franchement, ils avaient le même goût. Ouais. Et le goût, c'était le sucre. Le sucre. Voilà. Donc oui. Créer une alternative à ça, proposer des chocolats qui ne soient pas juste un praliné noisette, c'est aussi un peu notre mission en tant que chocolatier, je trouve. C'est pas le prisme de chacun. Ah si, oui, moi je suis assez d'accord. Enfin, effectivement, l'idée c'est quand même de se dire, de montrer ce que c'est aussi un bon chocolat et que du coup, quand sur la boîte, il n'y a même pas écrit une origine, mais juste écrit mélange de chocolat. Enfin non, c'est même pas écrit mélange de chocolat, mais écrit chocolat. Oui, c'est ça. Il y a écrit un pourcentage et c'est donc devenu l'échelle de valeur, mais également d'intensité du cacao. C'est même devenu l'échelle de nutrition, puisque les nutritionnistes vont vous dire vaut mieux acheter telle tablette qu'à soit au moins entre 75 et 80% de cacao, sans même savoir ce que cela représente réellement. Donc à savoir de la matière grasse et de la matière sèche ensemble, sans taux inscrit. En fait, l'exemple que je prends souvent, c'est personne en France n'achèterait, et encore que j'ai rencontré des gens. Je sais pas ce que c'est, j'attends. Mais personne en France n'irait acheter une bouteille de vin en fonction de son volume d'alcool. Ah oui. Oui. Voilà. En tout cas, pas en se disant. Oui, tu veux un bon truc. Voilà, le volume d'alcool va définir la qualité, le goût du vin ou la qualité du vin. En revanche, il y a des gens qui regardent le volume d'alcool pour voir dans combien de temps ils vont être bourrés. Oui, c'est ça. Bon, on peut calculer comme on veut. En fin de compte, on n'y arrive pas. Non, c'est vrai. Et je trouve que, tu vois, en fait, mais n'importe qui, enfin moi en tout cas, c'est ce que ça m'a fait, c'est quand tu découvres que c'est du vrai chocolat, c'est un autre monde, quoi. Et en fait, peu importe le pourcentage, ça veut rien dire. Et je trouve, tu vois vraiment à quel point, du coup, il y a un truc énorme où tu te rends même plus compte quand t'es une personne lambda qui s'intéresse pas forcément à ce secteur-là. Et c'est bien dommage. Oui, effectivement, quand tu... Alors, vrai chocolat, le terme... oui, non, mais je veux dire... chocolat avec une origine. C'est subjectif. Malheureusement, il y a aussi des acteurs de ce secteur qui font des choses qui, pour moi, me semblent pas acceptables gustativement parlant. Il se trouve que pour le client lambda, il peut se dire justement c'est ça le vrai chocolat. Or, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il se trompe. Mais la finalité de ça, c'est que, en vérité, même s'il n'est pas bon, le plus important, ça reste quand même que ça nous plaise à nous. Le goût étant subjectif, ce que je disais tout à l'heure,
à partir du moment où ça te plaît de manger du Lindt, bah écoute, mange du Lindt. Si ça te fait plaisir en fait d'avoir ce goût-là en bouche, pourquoi pas. Après, si tu veux découvrir que est-ce que ça peut être plus que ça, bah là effectivement tu vas chez un chocolatier digne de ce nom pour te prendre une claque gustative. Voilà. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Effectivement. C'était quoi, toi, d'ailleurs, les saveurs de ta première création chocolatée? Premier bonbon. Ma première recette de ganache, c'était hors Edward, hein, évidemment. Oui, oui. Donc c'était quand j'étais en apprentissage, parce qu'on doit faire pour le CAP chocolat, il faut faire une spécialité. Qu'on va réaliser le jour 2. Et moi, j'avais choisi quelque chose que je n'aime pas. Parce que j'aime bien prendre le contre-pied aussi. Et donc, j'avais fait une ganache aux 2 anis. Anis à Badiane. Donc plus tard on l'a refait chez Edouard avec Badiane et anis vert, donc en infusion. Donc il y avait ça et une ganache au thé jasmin que j'avais allègrement piqué un BTM, donc c'est le niveau au-dessus, à qui j'étais le commis pour son examen. Donc j'avais récupéré, donc j'en avais 2. On sait jamais. Donc j'avais la mienne et puis j'avais la sienne, qui finalement, avec le temps, thé au jasmin, ça a plus d'intérêt pour moi, donc j'ai fait une ganache au jasmin tout court. C'est vachement plus chez Edward, c'est vachement plus marrant. Et justement ta dernière création, pour qu'on voit un petit peu en date personnelle, parce que chez Edward on laisse aussi la possibilité aux gens de s'exprimer. Donc là, par exemple, on a une apprentie qui, pour sa spécialité, et ça fait quelques mois qu'elle travaille dessus, elle a fait des oursons guimauves, eau de rose et framboise. Donc eau de rose d'Iran et framboise, ça fait cher la création et bah franchement moi je trouve ça incroyable. Enfin, c'est la finalité de sa recette est très chouette, donc je me tâte à même la sortir, voilà. Donc oui, tout le monde peut créer chez Edward. Donc la dernière en date à moi, c'est il y a ce que je fais en ce moment sur les champignons, mais c'est pas fini. J'ai finalisé une recette qui est pas sortie, qui sortira dans un coffret à venir d'ici juin 2024, autour des spiritueux et autour d'un cognac, donc qui est assez vieux, donc borderie 75, ouais, de la maison Gros Perrin. Donc j'ai fait cette petite recette, d'ailleurs assez vite, j'en suis content. D'habitude je fais toujours 1000 tests. Là, ce test là, des fois ça fonctionne du premier coup, ce qui est rare quand même. Là, le champignon, en vrai, ça fait plus d'1 an que je taffe dessus. Ça devait sortir en septembre dernier. Voilà, donc ma dernière création, ouais, c'est ça. Et j'allais te demander justement quand est-ce que t'es satisfait d'une création et que du coup tu dis c'est bon, elle est prête. Alors tu vois là par exemple, pourquoi est-ce que le champignon c'est pas encore bon? Qu'est-ce qui manque à ce... Au début c'était, il y avait le goût, mais il y avait pas la durée ni la durée dans le temps, ni la durée tout court. C'est-à-dire que ça mourait assez vite. Et puis ensuite, quand est venu quand le problème du temps a été résolu, là ça a été le problème du goût. Et donc déjà si je mange une ganache à la cèpe, je vais avoir la note de cèpe. Ouais.
Si j'ai pas la note de cèpe, c'est un problème. Donc, à partir du moment où je retrouve gustativement ce que j'ai en tête, c'est là où on va s'arrêter. Sinon, ça va me titiller. Donc voilà, pareil pour là, encore que ça pourrait être un peu ça aussi, une des dernières recettes, création de tablettes passées en fût. Ça avait vraiment aucun intérêt. Les premiers jets, il y avait trop de sucre. Il y avait trop de sucre et après il y avait trop de gras. Donc pas de rajout de gras quoi qu'il arrive dedans. Donc niveau de texture ça allait pas non plus. Enfin voilà. Donc c'est à partir du moment où je suis satisfait de la trame gustative, quand je retrouve le goût du produit qu'on a utilisé, là je suis content. Étant donné qu'en plus j'ai un palais où j'écrase les notes, j'ai besoin de les avoir. Ok. Et qu'est-ce qui t'amuse le plus, toi, au quotidien? Est-ce que c'est, je sais pas, de créer pour une occasion, genre Pâques, là, dernièrement? Est-ce que c'est les tablettes, du coup en fût? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais pas mal. Est-ce que c'est les ganaches? Là, en ce moment, effectivement, c'est les tablettes en fût qui m'excitent beaucoup, effectivement. Ouais. Parce que tout le process est complètement taré. Ouais. Vieillissement fût, ce qu'on appelle un barrel age, 6 mois fût sec, enfin ensuite aller vider les fûts, une fois les fûts vidés, ramener les fèves à Paris, toute la partie séchage, torréf, conchage, enfin ajout de sucre, pas ajout de sucre gras, pour retrouver en fait l'ADN du fût. Ouais. Tout ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, Pâques, c'est pas Pâques et Noël. En fait, je les vois comme des contraintes et j'aime pas les contraintes. Donc, typiquement, chaque année à Noël et Pâques, on crée des choses toujours. Enfin, on essaie toujours de faire des choses un peu folles. En tout cas, qui sortent de l'ordinaire d'un point de vue création que d'autres n'ont pas fait, ou en tout cas pas comme ça. Et la problématique, c'est que du coup, on est toujours ma problématique. On est toujours en train de se casser la tête à forcément créer quelque chose de nouveau. En fait, on est dans une boucle sans fin où on peut pas s'arrêter 2 secondes. On dit voilà, est-ce qu'on ferait pas rien à Pâques? Non, on peut pas parce que sinon on va se faire tuer par la clientèle. Ouais. Donc, et est-ce que Noël, on est obligé de faire un... Donc pendant des années, on a esquivé la création du Père Noël. On a esquivé pendant des années les poules jusqu'à l'année dernière, les poules de Pâques, et encore on les a détournées en poules parties, donc les poules à la piscine. Mais viendra un jour où on sera obligé de le faire, et ça c'est un petit peu ennuyant, ça m'ennuie beaucoup. Donc ouais, non, moi ce qui m'excite c'est plus le gustatif. Le gustatif me plaît beaucoup, plus que le visuel. Et globalement c'est toujours comme ça. Je peux aller manger dans un resto étoilé, je sais pas combien d'étoiles, avoir un plat qui est sublime, et si le goût il m'ennuie, il m'ennuie. Si c'est pas bon, si ça peut être beau tout ce qu'on veut, oui, c'est clair. C'est pas très intéressant. D'ailleurs les desserts sont souvent décevants en étoilé, mais ils sont souvent très très beaux. Mais gustativement parlant, en tout cas moi ils m'émeuvent pas. Donc en fin de compte, ce que je recherche dans le goût, c'est aussi une émotion que ça éveille. En fin de compte, le goût, c'est un peu un voyage gratuit. Dans tes souvenirs. Voilà, c'est un voyage gratuit dans quelque chose que tu as déjà. C'est dans ta bibliothèque gustative olfactive, tu as ces goûts-là, et en fait tu vas manger quelque chose qui va te rappeler ça, et comme une réminiscence en fin de compte, et c'est ça qui m'intéresse moi dans le goût.
Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi le chocolat particulièrement? Parce que je trouve que c'est plus facile dans du chocolat de se détacher un peu du visuel par rapport à la pâtisserie plus globalement, tu vois, qui est... Non, ça c'est plutôt pour briller dans les soirées. Bah non, mais en vérité, en plus c'est pas complètement faux. mais en vérité, si dans une envie de pas faire non plus comme tout le monde, à l'époque où je me posais la question de quel allait être mon avenir, j'hésitais entre devenir psy, designer de produits, et le chocolat. Et en réalité, à l'époque, tu peux lier les trois. D'abord, on peut lier les trois, effectivement. J'avais envie de voyager. On peut voyager aussi grâce au cacao. Au-delà du goût, on peut aller se balader dans des... Enfin, étant donné qu'on ça vient pas trop de la France, à part pour la Guyane, bah on se balade quand même un peu partout. Ça m'a quand même amené au Japon. Pas pour le chocolat en lui-même, mais pour le vendre. Donc c'est assez chouette. Et ce qui c'est vraiment cette envie de pas faire la même chose que les autres. C'était absolument pas à la mode quand j'étais gamin d'être chocolatier. Déjà, c'est un peu un truc sorti de nulle part. Enfin, personne n'est chocolatier. Enfin, maintenant beaucoup plus. Mais tu connais un chocolatier, toi? Bah non, je connais pas de chocolatier. Tu connais un avocat? Ouais. Oui, mais je trouve que c'est un métier qui fait un peu rêver, chocolatier. Voilà, ça amène aussi un côté féerique. En plus, on a tous lu Charlie la chocolaterie. Ouais. Même si l'auteur est pas le mec le plus gentil du monde. Et si on l'a pas lu, on a vu le film. Et tout ça apporte le livre est infiniment plus intéressant parce qu'en fin de compte, il joue comme chaque livre en fait, ça joue avec ton imaginaire. Donc en fait, tu peux créer dans ton esprit cette chocolaterie un peu complètement tarée. Après, c'est très aussi figuratif, donc ça a quand même pas mal de descriptions, voilà. Mais oui, je voulais pas faire comme... Et j'ai dû faire pâtisserie avant de faire chocolaterie. Ça m'a beaucoup peiné. Ça m'intéressait pas du tout de faire de la pâtisserie. Je voulais vraiment faire du chocolat. À Pâques, quand il y avait Pâques, le seul moment où un petit peu on faisait du chocolat, j'avais pas le droit d'y toucher parce que j'étais apprenti. Donc c'était très 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 frustrant. Mais oui, encore une fois, tu te balades dans une soirée, je dis ça un peu de façon ironique, mais tu te balades dans une soirée, tu rencontres rarement un chocolatier, mais tu peux rencontrer effectivement un designer, tu peux rencontrer maintenant, il y en a partout, une chanteuse lyrique, tu peux un peu moins quand même. Ouais, j'en ai rencontré. Ça dépend dans quelle soirée. Mais après, c'est ça, toi, il y a des chocolatiers dans tes soirées. Voilà, tu peux rencontrer quelqu'un qui travaille dans la vente. Enfin, voilà. C'est un métier qui est quand même pas tout à fait commun. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même le côté... c'est pas commun, mais c'est vrai que ça fait rêver, tu vois. Et tout le monde, en vrai, il y a quand même, je pense, 90% des gens qui aiment le chocolat. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quand même un métier qui fait très cool, tu vois. Enfin... Bah oui, techniquement, on crée du rêve. Ouais. On crée du gustatif et alors moi je me considère pas comme ça, mais également de la gourmandise. Créer de la gourmandise, de toute façon le chocolat, à partir du moment où on en mange, il y a toute la partie excitation parce que il y a de la théobromine dedans, ça stimule l'hypothalamus, enfin ça stimule le plaisir, donc effectivement c'est toujours quelque chose qui résonne avec quelque chose de positif. Quand on dit chocolat, moi j'ai jamais vu quelqu'un dire voilà je suis avocat et en face il y avait un grand sourire. Ah, génial. T'es avocat. Génial.
Alors qu'effectivement, c'est con, mais je rentre dans n'importe quelle soirée, je dis que je suis chocolatier, je dis rarement que je suis chocolatier d'ailleurs. J'essaye de retarder le truc le plus longtemps possible, mais à partir du moment où je le dis, c'est des sourires, des grands yeux écarquillés, de la curiosité, de l'émerveillement. Voilà. Et après, on ne parle plus que de ça. Malheureusement, en partie, mais je sais aussi détourner le propos. La problématique, c'est plus quand on me dit moi mon chocolatier préféré c'est ça. Je dis ok, pas de souci, très bien. Et là, ça va être plus de juger ou pas la personne. Voilà. Je comprends. Et c'est quoi ton ingrédient préféré à mettre justement, enfin tu vas travailler en ganache ou en praliné, je ne sais quoi, tu vois un petit peu celui dont tu pourrais pas te passer aujourd'hui, et si demain je t'ai dit non, t'as plus le droit de l'utiliser, c'est... J'en ai pas vraiment, puisque je change tout le temps. C'est vrai, mais il y en a pas un qui revient, je sais pas, une petite épice que t'ajoutes. Si, j'aime bien jouer avec les poivres. J'aime bien jouer avec les poivres parce que pareil, le poivre est multitude. Il y a tellement de variétés entre les vrais et les faux. Rien que sur un seul, si je prends l'exemple du cil timur, malheureusement appelé timut, alors que c'est pas son vrai nom, mais il y a des types, plein de timut différents, il y a plein de sancho différents, il y a plein de sichuan différents. Bon, je viens de citer 3 baies, mais il y a plein de poivres de Madagascar différents. Le Cambodge, le poivre de Kampote, il y a le rouge, le blanc, le noir, le vert. Et puis selon qui l'a fait, ça va être plus ou moins pas les mêmes goûts. Donc c'est un ingrédient que j'aime bien utiliser. Donc je crois que chez Edward on l'a utilisé. Déjà on a fait deux ganaches au poivre différents. Donc on a eu le poivre de Madagascar associé au poivre de Tasmanie, puis est venu le Covid et plein de problématiques sur Tasmanie, donc on est passé sur un autre poivre, donc c'est poivre de Madagascar et poivre noir de Zanzibar. On a aussi mis le poivre long rouge ultra rare d'Ishigaki, donc c'est un poivre d'une des dernières îles du Kyushu dans le sud du Japon, où ils veulent plus en vendre. Donc on n'en trouve plus, mais donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec, c'est très très chouette. Là on travaille aussi le poivre long rouge, du coup qui est techniquement le même, c'est sa racine en fait, c'est l'endémique d'Indonésie, de Sulawesi. On a utilisé le poivre, on a utilisé une baie de sancho avec de la framboise. Justement parce que à l'époque mon seconde création voulait faire à Pâques, à la fête des mères quelque chose autour de la framboise, et moi la framboise pour la framboise ça m'ennuie, alors on est parti sur framboise et sancho parce que ça apporte en fait l'acidité plus le côté poivré, ça fonctionne très bien, et puis on a balancé du yaourt de chèvre de la laiterie de Paris à la place de la crème, enfin bref on s'est amusé, donc d'une idée assez basique on est parti sur un truc complètement barré, mais super intéressant gustativement parlant. Et donc le poivre ça fait partie des ingrédients que j'aime bien utiliser même au quotidien dans la cuisine. Et au contraire, en plus des champignons, est-ce qu'il y a un ingrédient pas que t'aimes pas mais qui te donne beaucoup de fil à retordre, et soit t'as mis longtemps à trouver comment bien lui rendre hommage, soit t'as toujours pas trouvé, mais le champignon n'est pas une option? Au début, les premiers coffrets, le premier coffret spiritueux était compliqué. On
on avait à la gamme une ganache whisky japonais. Or, j'appréhende pas du tout une recette comme une autre recette. Ouais. C'est-à-dire que si on a une recette whisky, la prochaine recette whisky, selon le whisky, vu que c'est pas le même whisky, ce sera pas la même recette. Et donc, ce sera pas le même chocolat. Donc, tout va changer. Et donc on a fait un coffret donc avec un cognac, avec du mezcal, avec de la chartreuse. J'aime pas la chartreuse. Je n'apprécie pas la chartreuse. En tout cas jeune. Du gin. Et puis 2 whisky différents, un tourbé, un pas tourbé. Ça a été compliqué parce que le cacao c'est plus fort que eux. Que eux tous. Donc il a fallu travailler 1 an et demi à ce que ça fonctionne correctement. Pareil pour le coffret vegan. Compliqué de remplacer quelque chose qui contient quasiment 30% de matière grasse par rien. Donc ça a été long, la noix de cajou, toujours pas trouvé le moyen d'utiliser cette chose. Et puis en plus c'est pas bien, il y a des petites dames qui les décortiquent et qui se brûlent à l'acide. Faut pas utiliser la noix de cajou, c'est mal. C'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à donner soit à des amateurs, enfin en tout cas des gens qui aimeraient faire ce métier, voire un conseil, tu vois, que toi t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé à être chocolatier? Pour quelqu'un qui voudrait devenir chocolatier, ça va être un conseil que je donne aussi aux gens qui passent chez nous, qui n'est pas toujours un bon conseil, mais qui est arrête de regarder combien ça coûte et ressens comment ça goûte. C'est ça le seul conseil, c'est la qualité. La qualité des ingrédients, c'est primordial pour faire des choses jolies. Alors il arrive des fois des épiphanies à certaines personnes et utilisant un produit pas terrible, on va en faire quelque chose de beau. Mais c'est quand même, je trouve, plus rare et plus, on va dire, honnête vis-à-vis du client d'utiliser un produit, un ingrédient de bonne qualité avec en plus au-delà du sourcing des critères un peu éthiques ou ça va avec. Moi ça arrive souvent en second plan. Il faut d'abord que ce soit incroyablement bon et ensuite je regarde le reste et pareil, j'aime 3 poivres, je vais goûter 3 poivres différents, enfin 3 identiques mais différents gustativement parlant. Si celui qu'on choisit c'est le plus cher, c'est le plus cher, et si c'est le moins cher, c'est chouette, mais voilà, au moins en fait la non-compromission c'est bien. Faut des fois être un peu souple, mais faut pas faire le gymnaste non plus au quotidien. Donc c'est ça le conseil que je donnerais à un ou une future chocolatier R. Exactement. Yel. Merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes chocolats, tu serais lequel? Aucun et tous à la fois. Ouais. Je m'appelle Macron. Oui. Aucun, parce que ça amènerait à en choisir un plus qu'un autre, et donc ça amène à cliver, et ça c'est pas mon truc. Aucun. Ok. Peut-être l'origine dont tu vois la couverture, enfin du coup la fève ou quoi, dont tu pourrais plus te passer, tu vois, que tu as découvert récemment et dont tu pourrais plus te passer.
À manger ou à utiliser. À utiliser, en vérité, Les ça deux, change ouais. tout le temps. J'utilise même des choses que j'aime pas. Ok. Type Équateur, c'est pas un terroir qui me plaît, mais ça fonctionne avec certaines choses. Alors, on l'utilise. Mais à manger, j'avoue que Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Indonésie, ça fait partie de mes terroirs préférés. Euh, Parce qu'il y a ce côté animal, terreux, fumé, mais en même temps avec du fruité au départ. Voilà, ça fait ça ou ouais, le Nicaragua. Avec les notes de tapenade, Mm. j'aime bien. C'est ouais, ça. Avec qui est-ce que tu aimerais bien faire une création à quatre mains? Donc ça peut être un chocolatier, une chocolatière, un pâtissier, une pâtissière, qui aurait des saveurs assez inattendues. C'est compliqué. Le processus créatif, c'est pas toujours évident de le faire à plusieurs. J'ai failli faire quelque chose à quatre mains avec Adrien Bozolo du Mandarin, avec Moulay Fani. Moulay Fani, parce que c'est un pâtissier hyper talentueux, qu'il est hyper créatif, et donc avec lui faire une pâtisserie ou un chocolat, ça me plairait beaucoup. Euh, En ce moment, on est en train de travailler sur une collab avec Christophe Appert d'Angelina. C'est une collab de maison. Et ça, c'est mon truc ultime. On travaille avec lui, mais j'espère qu'un jour on s'amusera autrement ensemble. Pas de connotation étrange. Si t'avais rien dit, personne n'y pensait. Hein. Mais Thierry Marx, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire rarement les gens. J'ai pas de personne référence dans le chocolat où je me dis ouais. Ouais, t'as commencé en disant je veux être comme lui. Voilà, ça a jamais été le cas. Encore une fois, dans ce souci de se démarquer et de pas être comme tout le monde, pas avoir envie de faire comme tout le monde. Mais ouais, Thierry Marx. Quand j'étais gamin, enfin quand j'étais encore apprenti, je me souviens avoir vu un reportage sur lui qui m'a marqué à vie. Un reportage à l'époque où il bossait sur la cuisine moléculaire. Et donc il y avait aussi Ferran Adria de Feu le restaurant El Bulli à Barcelone, où il y avait un an d'attente avec 3 ou 4 mois, je crois, d'ouverture dans l'année. Enfin, c'était fou cette idée-là. Mais ouais, sa façon en fait de décomposer les choses gustativement parlant, je trouve ça hyper intéressant. Ça va au-delà en fin de compte de la cuisine. Il m'a dit un jour que ma façon d'appréhender le chocolat était un peu une façon d'appréhender, enfin, un cuisinier d'appréhender la cuisine en apportant des. Je suis pas complètement d'accord avec ça, mais je trouve l'idée intéressante, parce que j'ai toujours vu les cuisiniers comme des gens qui faisaient des grands gestes, non, mais qui avait un grand mélange de plein de choses, et en fin de compte pas tant que ça. Souvent c'est 2-3 saveurs, même pas, et puis ça peut créer quelque chose de fou. Mais donc ouais, j'aimerais bien un jour, puisqu'il a un laboratoire caché incroyable, enfin, il a un immeuble, le gars. Le gars, il a un immeuble avec un laboratoire pour faire des expériences de ouf dedans. Il a au deuxième restaurant, d'ailleurs avec lequel on collabore aussi, au nord, qui vient d'ouvrir. Il a un mini laboratoire au sous-sol pour faire des expériences. Enfin, ce côté laborantin me plaît. Je te le souhaite. Et c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Bon, c'est pas la dernière, mais la baie d'Andaliman. Ce truc est ouf.
Je saurais même pas le décrire. Ça fait saliver le palais, un peu comme un Timut. Ça a un petit kick agrumé. Ça picote le début de langue, mais c'est pas fort. Puis surtout, c'est rétroactif. Ça anesthésie, mais on s'en rend même pas compte. Et c'est gustativement, ouais, c'est un peu acidulé. C'est super intéressant. J'aime beaucoup. Ça et le pendant. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des trucs des fois où quelqu'un me parle d'un ingrédient dont j'ai jamais entendu parler. Et après, je fais plein de trucs où tout le monde m'en parle. Ah ouais. Et là, le pendant, j'avais fait une interview du coup avec Marion Tilou de Honorez-vous Guide qui m'en a parlé. Après, il y a Anthony Nguyen qui m'en a parlé. Et là, toi, je me dis, c'est quand même fou. Oui, ça fait sens. Oui, d'accord, mais quand même, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Le pendant, je trouve ça marrant parce qu'on dirait on est à mi-chemin entre l'artichaut et autre chose. C'est très bizarre. Et le riz gluant, entre l'artichaut et le riz gluant. Bon, je l'ai pas encore utilisé dans le chocolat. Je sais pas si je l'utiliserai un jour, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça marrant. Ouais, mais en tout cas, voilà, je te dis, je trouve à chaque fois il y a ce genre de truc où d'un coup il y a un ingrédient et tout. Et en vrai, c'est pas ça le dernier, c'est la cardamome de Zanzibar. Qui a amené Roy Endel des épices Shira. Ouf le truc. Elle a un goût sucré. J'ai jamais eu ça dans une carda et ça et puis la cannelle de Zanzibar aussi qu'il a amené en même temps. J'aime pas vraiment la cannelle, c'est pas vraiment une saveur qui me plaît et là elle est folle cette cannelle, voilà. Maintenant j'ai 5 dernières questions. Plutôt Venezuela ou Madagascar comme origine? Madagascar parce que c'est plus fort. Herbe ou épice? Les deux. Ah. Non mais herbe et épices, ça fonctionne très bien ensemble. Et puis il y a des épices qui ont des notes herbacées. Oui. Et ouais. Donc alors une épice qui a une note herbacée. Voilà. Laquelle? Le poivre de Tasmanie. Très bien. Ganache ou praliné? Bah en vrai pareil les deux. Hein. En fait. Je m'amuse plus à faire des ganaches parce que c'est plus compliqué. Ouais. Mais des fois, le praliné à la truffe, là, on est en train de bosser, c'est pas si évident que ça non plus. Donc vaf. Je peux pas choisir entre les deux. Ok, Joker. Noël ou Pâques? À choisir. Ouais. Pâques. Parce qu'on peut laisser place, je trouve, à plus de créativité qu'à Noël où faut tourner autour de thèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait nous chez Edward cette année? On a fait les premiers jouets d'un enfant. Donc petit train en bois et casse-noisette avec un petit tambour parce que souvent on a un petit instrument. On a fait un ourson en peluche une année, le premier doudou d'un enfant. On a fait le lutin du Père Noël parce que le lutin du Père Noël il fabrique les jouets. Ouais. C'est un esclave. En vrai. C'est vrai. On a fait Rodolphe le renne parce que même si c'est un conte américain, pour pas faire le Père Noël c'est marrant et puis en plus c'est lui qui doit tirer le traîneau. Enfin, c'est lui le chef du traîneau. Ouais. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tellement de voilà. Donc mais on tourne autour d'un sujet. C'est clair. Alors que Pâques, une année, on a fait des extraterrestres, on a dit que c'était une communauté qui venait d'une planète chelou, voilà. Peut-être qu'un jour on fera les lapins crétins. Enfin, revisiter, bien sûr. Oui. On a fait Chocoro, voilà, on peut s'amuser à Pâques. Oui, mais c'est souvent le retour Noël, t'as des coloris très précis, même juste dans
l'imaginaire des couleurs, le vert, et pas le que rouge, t'as pas du tout ça. Quoi. Le vert, le rouge, le doré Oui, c'est ça. et le blanc. Mm. Et une Oui. année, on a fait Cendrillon. À Noël? Ouais. Ouais. Cendrillon bleu. Exprès. Exprès pour casser le Oui, truc. Avec un bleu électrique, je me souviens. Mais la robe de Cendrillon, en plus, elle est bleue, non? Mais oui, mais là c'était un bleu vachement plus bleu ouais. que le micro qui est là ou que le bleu canard qui est ici. Un bleu. Pas la robe officielle. Bleu Subaru Impreza pour ceux qui ont la ref. Et enfin, curry ou moutarde? Curry. Forcément. Je trouve que c'est quand même un peu une signature. Non. Tu le définirais comme une signature? Si on n'avait pas gagné de Ward pour ça, je l'aurais sorti de la gamme il y a longtemps. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que créer, c'est Ouais, c'est changer tout le temps. c'est choisir de renoncer à d'autres. On peut pas avoir une gamme extensible à foison. Oui. Donc voilà, je pense que on a le praliné safran. On a eu un praliné safran d'Iran au pistil de safran. On le fait plus. On le fait plus, pas parce que ça coûte méga cher, mais surtout parce que en fait il y a plein de gens qui l'adoraient, et donc si on reste sur mais je viens chez Edward pour ça et que pour ça, je trouve ça dommage, facile et dommage. Donc un peu comme les bars à cocktails qui changent de carte 2 fois par an. Je trouve ça sympa d'avoir un peu de choix, de changement. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit goûter un chocolat, tester, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer ? La question c'est est-ce que c'est un défi où tu vas... c'est quoi le budget ? Qu'est-ce que c'est ? T'as quoi en tête ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Alors, je t'invite à aller sur une plantation cacao. Déjà, ça demande un petit budget. Goûter une fève mal fermentée. Non, mais il n'y a pas besoin. Tu peux aller moins loin. Je plaisante. Je plaisante. Qu'est-ce qu'on pourrait te... T'es déjà allé au Japon ? Non. T'as le budget pour le Japon ou pas ? Si t'as le budget, je t'envoie quelque part là-bas et que tu devras faire quelque chose. Qui est va manger une pizza de chez Monk à Kyoto. Est-ce que c'est celle qui est dans la... Est-ce que c'est la pizzeria qui est dans le Chef's Table Pizza sur Netflix ? C'est quoi Chef's Table ? T'as jamais vu ? C'est une émission, du coup c'est que sur Netflix, il me semble. Et en gros, ils vont dans des cuisines de grands restaurants. Donc, tu as eu Chef's Table en France et tout. Et ils en ont fait une spéciale autour des pizzas. Et du coup, ils rencontrent, je sais plus combien il y a d'épisodes, 5, 8 grands pizzaiolos. Et il y en avait un en Asie. Alors, je sais plus si c'est au Japon et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais ça se trouve, c'est ça. C'est peut-être ça. J'ai pas Netflix, mais c'est peut-être ça. Je t'invite à rechecker. C'est peut-être ça. Mais c'est une pizzeria qui est pas une pizzeria. On dirait un gastro japonais où il fait des pizzas. On dirait qu'il fait un tableau avec une forme de cérémonie de la pizza comme une cérémonie du thé. C'est incroyable et il faut juste s'y prendre à l'avance parce qu'il faut aussi réserver longtemps. Donc ce serait ou ça ou le deuxième défi, un peu plus réalisable, c'est trouve le meilleur teppanyaki à Paris. Ok. Voilà, et si en plus tu peux faire des choses avec eux, ça peut être bien. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, c'était trop cool, j'ai passé un très bon moment. Pareillement. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux ajouter pour clore cet épisode ? Prenez le temps. Ouais. Merci. Mais je t'en prie.
J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Anthony Nguyen. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!